Mesdames, Messieurs, bonjour. Très bon lundi de Pâques à vous à la maison. Dans le sommaire de ce 13h au Bénin, c'est un phénomène qui a la peau dure, le châtiment corporel en milieu scolaire. La question est au cœur de ce 13h au Bénin avec l'arrêté du ministre de l'Enseignement secondaire qui interdit la pratique et qui peine à rentrer dans les habitudes pour ou contre l'interdiction des châtiments corporels en milieu scolaire. Les avis sont à suivre. Et puis ensuite, des enfants cambrioleurs, c'est le nouveau phénomène qui dévoile un autre visage de l'insécurité dans nos villes. Ils sont recrutés et formés par des repris de justice pour cambrioler les maisons, boutiques et magasins à une soixantaine de kilomètres de Cotonou. Ouégo, dans la commune de Tofor, est identifié comme l'épicentre de ce phénomène. Nous allons vous dévoiler dans un instant comment ils sont formés et comment ils opèrent. Et puis enfin décédé il y a 36 ans, suivi en fin d'édition un billet retour sur la vie de Déoumon Adjayon, alias Baba Yabor, ce comédien humoriste béninois hors pair des années 80. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin de ce lundi de Pâques. Cette interrogation résonnait déjà dans les titres pour ou contre l'interdiction des châtiments corporels en milieu scolaire. En tout cas, l'arrêté du ministre de l'Enseignement secondaire qui interdit cette pratique peine à s'appliquer. Les châtiments ou sévices corporels ont pour certains un but éducatif et dissuasif. Son abus et les séquelles que ça peut laisser sur le corps de l'enfant contreviennent à la législation en vigueur au Bénin. Le reportage que nous vous invitons à suivre propose une lecture croisée des dispositions de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes et du Code de l'enfant. Reportage. C'est une pratique qui a fait du chemin et dont les bienfaits ou nuisances varient d'un individu à l'autre. Vous savez, on nous apprend à l'école normale qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais enseignants. Il n'y a pas d'élèves tarés, il n'y a que des enseignants qui s'y prennent mal, qui ne connaissent pas leur boulot. Les textes interdisent le châtiment corporel à l'école. La chicotte, je pense, n'est pas la solution pour que l'enfant accède à la connaissance. Il y a plusieurs mécanismes d'amener l'enfant vers la connaissance, autre que la méthode classique et ancienne qu'est la chicotte. Je suis pour, tout simplement parce que pour éduquer un enfant ou éduquer un être humain, il faut lui faire peur de temps en temps. C'est pas chicoter avec truc là. Quand on dit chicotte, il y a chicotte. Ah non, je suis contre la chicotte. Contre la chicotte à l'école. Aussi bien à l'école qu'à la maison. Il faut vraiment rarement recourir à cela. Vraiment rarement. Je trouve que si on donne l'autorisation aux gens de chicoter, mais les anciens vont abuser, user et abuser de cette méthode qui n'est pas une bonne chose. Le châtiment corporel, c'est une forme de punition dont l'objectif est d'infliger une douleur physique afin d'amener une personne reconnue coupable d'une faute ou d'un délit à un repentir et à éviter la récidive. Dans les pays qui font encore usage de cette pratique, les chiffres font état de ce que des milliers d'enfants prennent congé de l'école face à la furie rageuse d'enseignants qui n'ont Dieu que pour la chicotte, somme toute l'humiliation de l'enfant devant ses camarades. Encore largement répandu au Pakistan, où il est ardemment défendu par le monde enseignant comme pratique éducative, le châtiment corporel au Bénin est progressivement sorti des habitudes. Dans un communiqué publié jeudi 15 octobre 2020, le ministre de l'Enseignement secondaire a rappelé aux chefs d'établissements publics comme privés l'interdiction du châtiment corporel en milieu scolaire. L'autorité ministérielle a fait le constat de la recrudescence du châtiment corporel dans les collèges et lycées publics et privés malgré une première note circulaire et en violation du règlement intérieur des établissements. Au plan juridique, le châtiment corporel rappelle bien les dispositions de loi en vigueur au Bénin. Ce code est le tout premier né en République du Bénin. Et ce qui me réjouit, c'est que ce code est un condensé des normes au plan international, au plan sous-régional et au plan national. Il y avait des tests, il y avait des dispositions légales, mais c'était un peu dispersé. Le code vient un peu, comme je le dis souvent, comme un acte uniforme qui vient uniformiser tout le système relatif aux enfants. Si la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes réprime la violence physique en général,
Le Code de l'enfant, en son article 18, plus pointu, énonce le respect de l'intégrité physique et morale de l'enfant au titre de ses droits. Pour la chicotte à l'école. Bon, parce qu'il y a d'autres enfants, sans la chicotte, ils n'arrivent pas à évoluer. Nous tous, on a passé par là, on sait ce qui est là. Si l'enfant sait qu'on le chicote, son papa va venir, il ne va rien faire et il va manquer de respect aux enseignants. Ouais, la chicotte à l'école, je crois que c'est normal. Nous, on a vécu ça. Et ce qui a fait que beaucoup de gens sont évolués, même si tu n'avais pas la volonté. Quand tu te rappelles des chicottes, c'est que tu es obligé d'apprendre des leçons avant d'y aller à l'école. Évoquant les atteintes à la vie, à l'intégrité physique et mentale de l'enfant, et pour toute personne qui se rend coupable d'actes de torture ou traitements inhumains, cruels et dégradants, selon que les dites pratiques causent ou non la mort de l'enfant, les peines prévues par le Code de l'enfant vont de la réclusion à temps de 5 à 20 ans à la réclusion à perpétuité. C'est vrai que la chicotte est quelque chose qui discipline. Mais vous voyez, c'est tellement délicat qu'on ne sait pas à quel moment celui qui fait usage de la chicotte, on ne sait pas à quel moment il déborde. Peut-on bannir définitivement le châtiment corporel des habitudes familiales? Le législateur béninois est resté muet à ce sujet. Ce silence du Code de l'enfant peut bien justifier que les parents au Bénin disposent d'une petite marge de manœuvre, sauf à exagérer comme c'est le cas chez certaines personnes qui se retrouvent bien souvent devant les tribunaux à répondre de leurs actes ignobles et dégradants pour la personne de l'enfant. Les chiffres font froid dans le dos. Le phénomène fait toujours débat. Les violences sexuelles et les viols sur mineurs dans la commune d'Abomey-Calavi, les données dont dispose le centre de promotion sociale sont allaitantes. Situation assez inquiétante qui interpelle plusieurs acteurs dans ce reportage de Idrissou Boukari et d'Erompévi. Les chiffres ne sont pas bons et les statistiques mettent les parents en état d'alerte. Voici le tableau que présente la commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. En seulement 8 mois, 26 cas de violences sexuelles dont 24 viols sur mineurs ont été enregistrés, soit environ 3 à 4 cas par mois. Sur la liste des victimes, on découvre une fillette de 6 ans. Ces données accablantes ont été collectées par le centre de promotion sociale de la commune d'Abomey-Calavi. Bathilde Akpado est chargée de la section pour la promotion de la famille, de l'enfance et du genre. Elle nous en parle. Déjà, je l'ai dit, ça fait froid dans le dos. Parce que quand, en tant qu'acteur de protection de l'enfant, vous recevez un parent ou une tierce personne ou toute autre personne qui a été au contact ou au courant d'une question d'abus sexuel sur mineur, déjà, ça déclenche en vous beaucoup de choses. La commune la plus peuplée du Bénin détient la palme d'or dans la discipline. Elle est considérée comme l'une des zones rouges en matière de violence sexuelle, ce qui donne du fil à retordre aux acteurs militants pour la protection de la femme et de l'enfant. Les actions du centre de promotion sociale d'Abomey-Calavi au profit des victimes se situent à plusieurs niveaux. En même temps que les autres acteurs de protection de l'enfant, la santé, la police républicaine, le psychologue, tout et tout, ils sont en train de mettre en place leurs interventions. Nous sommes là pour coordonner et apporter ce qu'il faut pour quand même offrir tout ce qui est paquet global d'intervention à la victime. Maintenant, selon son statut, si c'est quelqu'un qui est dans le système scolaire, il faut tout faire pour que, si c'est en pleine année, la fille ne perde pas l'année scolaire. Si c'est pendant les vacances, comment faire pour l'accompagner à se réinsérer? Autant d'actions pour redonner à la victime sa dignité et son droit de vie dans la société. Dans la montée de ce phénomène, le scientifique lui y voit plusieurs déterminants qui favorisent les violences sexuelles. Les filles sortent sans aucune permission. Vous les voyez en bande se balader et aller s'asseoir dans des débits de boissons, ou bien être en groupe pour rendre visite à tel copain ou bien à tel frère d'un ami, et qu'il y a un réseautage qui est créé autour de ça. Donc les filles elles-mêmes, de façon précoce, elles vivent ce que j'appelle les fantasmes sexuels, qui sont davantage motivés à partir de tout ce que la médiatisation est en train de faire aujourd'hui, d'une part, et de tout ce que les groupes d'amis sont en train de faire. Donc ces deux variables sont des variables qui constituent ce que j'appelle les déterminants alliés à l'acte sexuel. Mais alliés à l'acte sexuel, elles sont dans une certaine naïveté totale. Et l'autre chose, c'est que les filles d'aujourd'hui ne font vraiment dépenser les hommes.
Oui, c'est la dimension économique de leurs actes. La sensibilité du sujet touche les autorités au sommet de l'État. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance suit de très près la situation d'Abomey Calavi. Au-delà des dispositions existantes, le gouvernement veut renforcer l'arsenal juridique pour mieux traquer les auteurs de ces actes. Il s'agit du projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et la protection de la femme en République du Bénin. Le projet de loi qui sera bientôt au Parlement. Le jeudi 23 septembre 2021, le chef de l'État et les membres de son gouvernement ont échangé avec les députés sur le sens de cette démarche. Il y a lieu, à défaut d'éradiquer, d'inverser la tendance de façon à protéger nos femmes et nos filles contre les velléités ainsi que les atteintes ainsi portées contre elles. La promotion de la femme et la sauvegarde de ses droits reste un combat de longue haleine et Abomey Calavi ne facilite pas les choses. Pour une lutte efficace, les parents sont appelés à jouer pleinement leur partition pour inverser la tendance. Un peu plus au cœur dans vos ménages à présent, l'homme est-il obligé de participer aux tâches ménagères du foyer, dans votre foyer? C'est ce dont il sera question dans ce reportage que vous allez suivre dans un instant pour éclairer l'opinion publique. Et sur la question, une équipe de notre rédaction, conduite par Ingrid Day, Henri Ganti, s'est rapprochée d'une avocate avec maître Alessandrine Saizonou-Bédier. Nous allons ensemble feuilleter le code de la famille pour en savoir davantage. Coiffeur de formation, mais aujourd'hui porte-fer, âgé d'une vingtaine d'années, marié et père de plusieurs enfants, Joseph se vante d'aider sa femme dans les travaux domestiques. Des hommes comme lui, il y en a très peu de nos jours au Bénin. Alors que certains évoquent par paresse l'alibi de la fatigue pour échapper aux travaux domestiques dans leur foyer, d'autres se cachent derrière le regard machiste de la société. Selon ces derniers, la tradition ne permet pas à l'homme, chef de famille, de se rabaisser pour exécuter des tâches ménagères. L'homme peut aider sa femme quand il veut. S'il est à la maison, il ne fait rien. Il peut participer à certaines choses avec elle. L'homme noir, s'il ne quitte pas l'Europe, ou bien, même s'il est noir, il est en Europe, il peut aider sa femme en travaux ménagers. Mais s'il n'est pas en Europe et il est ici, c'est très rare. Ce n'est pas une obligation. Maintenant, si la femme est occupée, il fait quelque chose à l'intérieur, il peut lui aider à écraser tomate. Mais la lessive là, c'est un peu gauche. Le slip de sa femme, il ne peut pas dire qu'il va laver. L'homme doit le faire par plaisir. Parce que quand tu aimes ta femme et que tu vis avec elle, vous avez des enfants, vous êtes dans un foyer. Pour l'évolution du foyer, il faut forcément que l'homme aide sa femme. La contribution de l'homme aux tâches ménagères constitue l'un des plus fréquents sujets de discorde dans les foyers. De ces bisbilles naissent des frustrations rendant plus difficile la conciliation travail-famille. Ce malaise s'accentue lorsque la femme, au même titre que son mari, doit se rendre tous les matins au service pour revenir le soir, s'occuper des enfants et des tâches ménagères. Et pendant ce temps, l'homme s'accorde des instants de divertissement, soit au salon ou avec ses amis dehors. L'homme doit obligatoirement aider sa femme. La femme n'est plus un esclave à côté de l'homme dans le foyer. L'homme doit l'aider autant qu'il peut. Ça aussi renforce l'amour dans le ménage. La question de la contribution de l'homme aux tâches ménagères suscite beaucoup d'interrogations entre les générations. Chaque homme opine selon sa compréhension, ses réalités et ses coutumes. Au Bénin, comme dans beaucoup d'autres pays, le mariage est régi par la loi. Cependant, la loi fait-elle obligation à l'homme de participer aux tâches ménagères? Dans les textes, ce n'est pas dit que l'homme doit faire la vaisselle, la lessive, écraser le piment et la tomate. Mais ce qui est dit, c'est que les liens du mariage entraînent des obligations de part et d'autre. On peut aider son épouse dans les travaux ménagers, on peut l'aider à s'occuper des enfants, on peut même l'aider à faire à la lessive et autres.
Malgré le poids de la tradition qui suscite un sursaut d'orgueil chez beaucoup d'hommes, certains s'accordent sur le fait que la clé d'un ménage heureux et durable réside en la capacité des deux partenaires de se soutenir dans les tâches domestiques. Cette pratique pourrait non seulement améliorer et rendre plus bienveillant le regard de la société, mais aussi contribuer à l'éducation des enfants. Et dans la suite de ce 13h au Bénin, vous connaissez certainement le phénomène des enfants soldats, le phénomène des enfants qu'on utilise également dans les marchés, des ateliers, des carrières de sable pour des travaux forcés. Mais vous êtes loin d'imaginer qu'il existe également le phénomène des enfants cambrioleurs. C'est un fait inédit qui a vu le jour et commence à inquiéter plus d'un. Des mineurs qui, pour la plupart, ont abandonné les classes, se sont retrouvés un autre job. Ils sont recrutés et formés par des repris de justice pour cambrioler les maisons, les boutiques et magasins. Les victimes sont nombreuses et l'on se pose des questions sur l'émergence de ce phénomène qui dévoile un autre visage de l'insécurité. Nous sommes à Rouegbourg, l'un des arrondissements de la commune de Tofor, à une 60aine de kilomètres de Cotonou. Comment opèrent-ils? Comment sont-ils récompensés? Comment la situation est vécue à Tofor? C'est une enquête de Idrissou Boukari et d'Erumpévi. L'efficacité du dispositif sécuritaire de la police républicaine donne une autre dimension à l'insécurité dans certaines régions du Bénin. À Rouegbourg, un arrondissement de la commune de Tofor dans le département de l'Atlantique, c'est un phénomène qui a vu le jour et provoque des inquiétudes dans le rang des populations. Des repris de justice qui recrutent des mineurs, les forment et les envoient à mission. Cambrioler les maisons, boutiques, magasins et autres et ramener le butin à leur patron. Comme les forces de l'ordre ont commencé une traque contre les personnes qui s'adonnent à ces pratiques-là, eux-mêmes, ils ne vont plus sur le terrain opérer. C'est des enfants qu'on forme aujourd'hui, qu'on envoie sur le terrain pour aller commettre les forfaits. C'est là que c'est un peu dangereux parce que les enfants, on ne les attend pas sur ces genres de situations. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont en majorité récupérés par la police sur les actes où les forfaits sont commis. Même la fois dernière, ils avaient enfoncé la porte d'une dame, ils ont volé 900 000. Et on a monté la sécurité jusqu'à ce que le gars, il a fui d'ici. Même il y a un gars, même la fois dernière, on l'a arrêté et c'est lui qui est chargé de former les petits-enfants. Il les forme, il les envoie à la mission chaque nuit. Il les envoie à la mission et il rapporte. Ce qu'il rapporte, c'est lui qui s'en charge pour vendre ça. La formation serait rigoureuse pour minimiser les risques, nous a-t-on appris. Selon les informations recueillies, les enfants les plus exposés à cette pratique sont ceux qui dorment dans les ateliers loin de leurs parents. Parmi les 4 enfants appréhendés par le commissariat de Rouegbourg dans le dernier cas en date, le fils d'un agent de la police républicaine. Le mode opératoire pour dépouiller leurs victimes est inimaginable. Pour voyager dans 3 jours, à partir d'aujourd'hui, on peut commencer à jeter les acides dans une nuit. Et dans la nuit, on fait comme ça. On enlève des choses là. Lendemain, on ajoute ça. 2 jours, on trouve une troupe pour mettre les enfants dedans. Si on veut que les enfants rentrent dedans, ils ouvrent bas là-bas. Et on met, comment disons, on prend les choses. Mais nous ne savions pas ce qui se passe dans la nuit. Peut-être que ça existait bel et bien, mais personne ne savait si ça se pratiquait. Mais aujourd'hui, c'est grâce à ce commissaire qu'on a réellement découvert qu'il y a une autre forme qui se prépare à l'horizon. Et ça là, ça nous met tous à terre. Si on met les jeunes aujourd'hui devant pour pouvoir le faire, c'est qu'on ne saura pas qui est qui. Parce qu'un malfrat, il faut savoir, c'est à un certain âge qu'on peut appeler quelqu'un malfrat. Mais aujourd'hui, si on dit les mineurs sont rentrés dedans, c'est que nous sommes cuits. C'est des cas récurrents dans la communauté. Quand nous nous référons à ce cas, c'est des enfants qui vont même jusqu'à cambrioler des boutiques. Des boutiques de vente d'habits, de vêtements. Ils vont même défoncer les portes et cambrioler ces boutiques-là. Ils vont même jusqu'à voler des motos. Des enfants de 8 ans qui vont jusqu'à voler des motos. Vous vous en rendez compte? Avec l'émergence de ce phénomène, à qui incombe alors la responsabilité? Les coupables désignés ici, ce sont les parents de ces enfants qui, pour la plupart, ont abandonné les classes.
Des séances de sensibilisation sont déjà organisées à leur profit par le chef d'arrondissement qui, conjointement avec le commissaire, travaille pour créer un environnement favorable au développement de la localité. Et dès ma prise de service, avec l'arrivée de ce nouveau commissaire, on a convoqué tous les propriétaires pour nous donner des informations sur les nouveaux locataires et tout. On a sensibilisé les parents, on l'a fait. Et à chaque fois, quand il y a une situation, c'est les parents même qui nous informent, il y a tel ne marche pas, tel ne marche pas. C'est le lieu de remercier tous les chefs villages de Ouébo qui sont en veille permanente pour pouvoir lutter contre ce fléau. Présentés au procureur, les enfants apprentis cambrioleurs ont été libérés et leurs formateurs déposés une fois encore en prison. Face à la délicatesse de ce phénomène qui vient de clore, il va falloir prendre le taureau par les cornes pour l'étouffer avec des mesures d'accompagnement des enfants en situation difficile. L'être humain est dans la quête permanente d'entretien de sa personne et ainsi il prend soin de son corps en utilisant les produits de beauté. Ici au Bénin, la tendance est de plus en plus à l'utilisation de produits naturels et simples. Et la trouvaille, c'est l'argile extraite du lac Ayemé. À Siongon, Jocelyn Bariga. Le recours est de plus en plus fait aux produits traditionnels pour des soins dans nombre de localités au Bénin. Dans ce salon de coiffure et de maquillage à Commin, département du Mono, Victoire, la patronne, fait les soins de visage à ses clientes à partir de l'argile. Un traitement relaxant à en croire Victoire et ses clientes. J'ai un nombre non négligeable de clientes auxquelles je propose le traitement qui les soulage. Je le fais 1-2 fois par semaine pour enlever les graisses du visage, les boutons un peu, pour rendre le visage propre en fait. C'est une méthode à moindre coût qu'elle applique régulièrement dans son salon de maquillage ici, ce qui lui draine beaucoup de clientes qui viennent pour sa thérapie. La plupart du temps, quand je traite une cliente avec l'argile, elle revient me donner ses appréciations et comment cela a pu l'aider. Et donc, elle en propose à d'autres qui passent pour le même traitement, au point où j'ai de nombreuses clientes qui passent et qui recherchent le même soulagement. Marie-Florence est une cliente habituée de ce salon de coiffure et de maquillage. Elle a adopté la méthode naturelle des soins de visage du fait de la sensation que cela donne et les effets, et aussi pour éviter les conséquences négatives de produits importés. Quand je passe ça, un truc de 15 minutes à 20 minutes, peut-être avant de me doucher, je me rince, je rince le visage et puis bon, quand je passe là, c'est très lisse, très efficace. Donc, moi j'ai aimé, je conseille très souvent aux gens. Moi je préfère ça qu'aux produits parce que très souvent avec les produits, on se dépigmente très vite avec les produits, alors que ça c'est naturel. D'où provient l'argile utilisée dans nombre de salons de coiffure et de maquillage. Direction à Fomadje, dans la localité de Gogotin-Pomain. Ici, dans cet espace aménagé au milieu du lac Ayemé, se trouve l'atelier de fabrication qui sert aussi de lieu de traitement et de relaxation pour les visiteurs et touristes venus au contact de la réalité. Je suis en train de lui masser le pied avec l'argile Tobo. L'argile Tobo est un argile de l'eau qui permet la circulation du sang dans l'organisme. À travers ce massage des pieds, je note une sensation de fraîcheur dans le corps. J'avoue que cela donne l'impression d'aspirer l'eau ou la graisse tant au niveau des pieds que du visage. Et pour moi, c'est que les effets sont immédiats. J'en suis ravie et je pense que je passerai souvent ici pour le traitement. J'en aviserai beaucoup d'autres à y faire un tour pour vivre ça afin de soigner leur corps. Le promoteur, c'est cet homme, Dieudonné, natif d'Afomadje. L'idée lui est venue un jour de proposer aux touristes en visite dans le village ce type de traitement que femmes et hommes appliquent ici depuis plusieurs années.
Une séance au naturel qui se fait dans un cadre adapté au rythme des chants du lac et des oiseaux qui bercent les oreilles. Des services de l'équipe, c'est cette possibilité à pouvoir faire l'immersion dans une matière très naturelle, l'argile. L'argile de l'eau spécifiquement appelée tobo dans nos langues nationales ici. Cette argile vous permet de fluidifier la circulation sanguine parce que très naturelle et ayant pour vertu d'oxygéner le corps. Et donc l'oxygénation va très rapidement quand on y plonge les terminaisons nerveuses au niveau des pieds et des mains. Quand on réalise le masque, quand on fait le bain entier, l'oxygénation de l'organisme est très vite réalisée et on se soulage des courbatures, on lisse la surface du corps. C'est donc ces vertus-là qui sont reconnues à l'argile. Vous avez de petits bobos sur le visage, vous passez l'argile pour apaiser la douleur et tout de suite lisser votre peau. C'est donc cette vertu que les gens recherchent en venant sur l'îlot. La relaxation ici procure plus de plaisir encore aux clients. En plus du traitement naturel qu'offre l'espace, Dieudonné estime qu'il faut aussi réserver un accueil digne du nom dans le village qu'il a vu naître et grandir. Il propose aux visiteurs et touristes une balade sur le lac à aimer avant la relaxation, ce qui se termine sur les plats du milieu. Dans un autre registre à présent, consommé à différentes occasions, la viande est l'un des aliments qui s'achètent dans les marchés sans une certaine attention par le consommateur. Et pourtant, avant la mise en vente, un travail est fait en amont pour éviter aux acheteurs un produit impropre à la consommation. Le contrôle de la qualité de la viande de bœuf et des petits ruminants depuis l'abattoir ou les aires d'abattage est une étape importante qui précède la commercialisation. Il est assuré par les agents vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et sur un protocole établi, quel est ce processus qui conduit donc à la validation d'une viande propre à la consommation? Le sujet a intéressé la rédaction de notre bureau régional Cana 3 de Boycon. Cuite, fumée ou frite, elle fournit à l'organisme des protéines, lesquelles contiennent entre autres des acides aminés essentiels. La viande est présente dans les repas quotidiens ou lors des festins. Provenant d'animaux divers, c'est un aliment constitué de tissus musculaires. La viande de bœuf ou celle de nombreux autres petits ruminants s'achète dans les boucheries ou sur les étalages dans les marchés. Mais avant l'étape de commercialisation, la plupart des viandes mises en vente est inspectée. Le contrôle, selon les spécialistes, débute pendant que l'animal est encore vivant et sur pied. C'est du vivant de l'animal déjà qu'on essaie d'examiner et s'il n'y a pas de soupçons de maladie, l'animal est abattu. Nos yeux sont là pour travailler. L'odorat est là pour sentir, pour voir est-ce qu'il n'y a pas des odeurs qui nous repoussent, pour voir si à l'œil visible là, la viande même ne repousse pas ou bien les organes ne repoussent pas. À Boycon, ainsi que dans l'ensemble du département du Zou, le contrôle est assuré par les agents de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, TEDAEP. Le travail se fait tous les jours et démarre dès 6 heures du matin. Vétérinaires de formation, les agents, une fois sur place pour l'inspection, suivent un protocole établi. On prend le couteau, il y a des endroits spécifiques qu'il faut inciser. Nous avons les ganglions prescapulaires qu'il faut inciser pour voir son état. Nous avons les ganglions précuraux, les ganglions rétromammaires si c'est des femelles, les ganglions inguinales si c'est des mâles. Les ganglions sous-lombaires, on incise les muscles également. Qu'est-ce qu'on contrôle réellement à ce niveau? Soit nous contrôlons au niveau des muscles la présence des lésions de cystite sec. On parle souvent de cystite sécose. C'est ça que nous appelons souvent le ténia. On contrôle également la tuberculose, l'échinococose, la rate, c'est l'organe témoin. Il peut nous signaler la maladie de fièvre charbonneuse. Au niveau de l'ensemble poumon et cœur, ça peut nous signaler la PPCD, passerose, la tuberculose. Cette inspection effectuée est instaurée par des dispositions légales et pour cause, les animaux sont porteurs de différentes zoonoses, notamment la tuberculose et le ténia, des maladies transmissibles à l'homme par voie orale et qui peuvent lui être fatales. Le contrôle a donc pour but de détecter ces maux. Il permet de déclarer la viande propre ou non à la consommation. La carcasse et autres viscères de l'animal sont aussi inspectés. Évidemment, à la fin de l'inspection,
il y a une sentence qui est donnée. On arrive à autoriser les viandes qui sont propres à la consommation et les livres à la commercialisation. Et on a un sceau où c'est inscrit le contrôle vétérinaire de la DDAPZ. Donc quant aux viandes qui ne sont pas propres, qui sont impropres à la consommation, on les retire et on procède à une destruction de ces viandes ou carcasses qui sont impropres. Chaque animal abattu reçoit un certificat de salubrité et qui en principe est gardé par le boucher. Donc n'importe qui s'approche, qui veut s'assurer que la viande qu'il veut acheter est de qualité propre à la consommation peut demander à avoir le certificat de salubrité. Et là-dessus, c'est mentionné clairement, viande propre à la consommation. Avoir ce réflexe, c'est comme vérifier par exemple la date de péremption du produit. Si je dois m'exprimer en termes, c'est parce que arrivé là, vous pouvez demander, est-ce que je peux voir ton cahier de contrôle? Parce que quand on fait le contrôle, on signe de cahier. En dehors des certificats aussi qu'on donne. Par exemple, pour les bœufs, ce sont les certificats qu'on donne. Mais pour les charcutiers et autres, l'agent qui a fait le contrôle signe un cahier. Donc, à part l'estampille, parce que parfois, il dit non, l'estampille, là, quand on a préparé, ainsi de suite, ce qui est même faux. Quand c'est le frais, ça ne disparaît pas. Mais au niveau de la DDAP, nous faisons quand même cette sensibilisation-là. Nous contrôlons également à notre manière, en mettant des espions sur le terrain. Avec 50 ou 200 francs CFA, le boucher ou toute autre personne peut faire inspecter son animal avant l'abattage. Outre le contrôle à l'abattoir, d'autres agents de la DDAP sillonnent également maquis, gargotes et autres points de commercialisation de la viande dans la ville. Ces derniers ont pour mission de s'assurer de la qualité de la viande mise en vente. Malgré la petitesse des frais de contrôle, on note néanmoins des contrevenants aux dispositions légales. Il y a certains bouchers qui s'entêtent à faire des abattages clandestins et à mettre en consommation des viandes non inspectées. Et la DDAP, s'il arrivait qu'elle mette la main sur ces bouchers indélicats, des sanctions sont prévues. Ils vont souvent payer des amendes à la recette perception, ils nous ramènent les quittances, sans quoi ils sont suspendus de la vente pour un certain temps. Et il y a des sanctions pénales. Cette année, une viande impropre à la consommation a été dénaturée, enterrée et après a été déterrée. Et une partie a disparu. On a eu l'information, on a confié à la police républicaine qui nous a aidés à faire la procédure jusqu'à aller au tribunal où les indélicats se sont retrouvés en prison. L'aire d'abattage de Boycon est située en retrait pour des raisons d'ordre environnemental. L'espace est dépourvu d'infrastructures adéquates. L'eau, principal élément utilisé par les usagers, est aussi absente. En plus des difficultés, la DDAP du Zou jette de nombreux autres problèmes en rapport avec l'effectif des agents devant procéder à l'inspection sur l'ensemble des 9 communes. Boycon aujourd'hui mérite un abattoir digne de nom, à l'image de ce qui est fait à Cotonou. Le château d'eau ne fonctionne pas. Et de là, et un pétrole, et on l'a ouvert mes temps. N'a pas aussi une copine de film, et moi, et ben, à l'autre père, donc ça, on se commande à l'homme, et nous allons voyons, et notre demi à home. Vera so me fi ni si no do ya mi fi. Bi do mi so wo je si ko chona kwa so. Eno gudo. E ti ji opete nu mi no ho ni ono komi do mi so. Fa no se ne ko ha me. Na wo kon de wo su jan e do de do won su jan. Ce que nous allons dire en matière de difficultés majeures, c'est l'insuffisance d'argent. Mais ça, c'est un problème qui est national. Et bon, nous avons l'espoir que le gouvernement, avec le ministère de l'Agriculture et la fonction publique, vont recruter d'ici là des agents pour accompagner les directions départementales dans le travail qui leur incombe. Il y a également les TIC qui sont mis à contribution pour mieux gérer aussi aujourd'hui à défaut d'argent. Puisque par exemple à la DDAP, nous sommes en train de travailler avec l'appui d'un projet programme pour installer une base de données, mettre à la disposition de tous les agents de contrôle des smartphones. Donc, même si nous sommes ici et qu'on a fait le contrôle à Wenki, il peut déjà nous remonter les informations.
Méconnu d'un grand nombre de personnes, le contrôle de qualité effectué par les agents vétérinaires de la DDAEP vise à assurer la sécurité alimentaire. Cette inspection protège aussi bien le boucher que les populations consommatrices. Pour les cérémonies privées, familiales, pique-niques et autres, il est judicieux, voire raisonnable, conseillent les spécialistes, de faire contrôler la viande à consommer. Et pour finir, il a fait tordre de rire les Béninois dans les années 80 et d'ailleurs, ses œuvres continuent à ce jour de faire rire. Lui, c'est Déoumon Adjayon alias Baba Yabo. C'est un billet retour sur ce comédien humoriste hors pair décédé il y a 36 ans. Elle ne passe pas inaperçue lorsque vous décidez de faire un tour au quartier Agbo-Commun, dans le 1er arrondissement de Porto Novo, précisément au carrefour du Grand Marché. Cette statue à l'allure rondouillette est celle de Déoumon Adjayon, alias Baba Yabo, célèbre humoriste de Porto Novo, qui a égayé les Béninois dans les années 80. Non loin du Grand Marché, au quartier Agbokou, nous retrouvons son célèbre compère de scène, Mamoudou Eissé, alias Mr. Okeke. Dans sa demeure, l'homme garde précieusement les photos et les images de ces moments où les populations se pressaient pour aller suivre les représentations de la troupe Toakonu. Déoumon Adjayon Nuboyiko est un artiste de classe exceptionnelle. Et c'est la troupe Toakonu qui lui a donné le nom Baba Yabo. Papa, Planton, elle a donné à son nom, Manu, Papa Planton. Footballeur professionnel à l'époque, Mr. Okeke a vu sa vie basculer quand il a rencontré le truculent Baba Yabo. Les deux hommes ont décidé de tout abandonner pour le théâtre populaire et de leur association est née la troupe Toakonu. Déoumon Adjayon était un farouche supporter de l'ASSO Kotato, c'est-à-dire que l'association sportive de Porto Novo, qu'on appelait Kotato, dans laquelle moi je jouais. Alors, comme il était supporter, c'est comme ça que nous sommes abordés. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, il fallait que nous sommes ici maintenant, tous nous, en parlant, nous rions et voilà. Est-ce qu'on ne peut pas créer une troupe théâtrale? Il a dit, ah, si je veux. À sa mort en février 1985, les membres de la troupe ont fait un serment sur la dépouille de Baba Yabo. Sur sa dépouille mortelle, les membres de la troupe et moi avions prêté serment que quand Mr. Okeke et la troupe Toakonu vivent, Baba Yabo n'est pas mort. Et c'est ça qui a fait que nous avons proposé de faire sa statue, d'ériger sa statue. Et c'est ça qui a fait que nous avons érigé. 36 ans après sa mort, les Béninois ne se lassent guère des œuvres du grand faiseur de rire qu'est Baba Yabo. Son humour sans pareil a traversé le temps et continue de faire rire jusqu'aux larmes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Très bon lundi de Pâques à vous, à la maison. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.